Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Nous recevons aujourd'hui un hôte de marque, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, ancien ministre des Affaires étrangères, qui donc a écrit un ouvrage, 37 Quai d'Orsay, justement pour sorte de carnet de notes sur ce qu'il avait vécu au Quai d'Orsay de 2012 à 2016. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Il faut dire que vous avez vécu une période faste. Il y a eu l'accord sur le climat, l'accord sur l'Iran, il y a eu la guerre en Syrie, il y a eu des soubresauts en Europe. Première chose quand même, vous ouvrez votre livre sur une victoire, celle du climat. Il paraît qu'elle vous a laissé sans voix. Oui, c'est la COP21. C'est d'ailleurs il y a presque un an, puisque l'accord date du 12 décembre. C'était un accord extraordinairement improbable, parce qu'il s'agissait de mettre d'accord 195 pays qui ne s'étaient jamais mis d'accord sur un sujet très compliqué, qui était le dérèglement climatique. Bon, on y est parvenu. Et vous êtes parvenu comment, en fait ? C'était très compliqué, mais c'est bon. Il y a évidemment la diplomatie française, mais je crois qu'on est surtout parvenu parce qu'il y a eu ce que j'appelle dans mon livre une conjonction des planètes, un alignement des planètes. Vous avez d'abord la planète scientifique qui a établi, quoi qu'en pense M. Trump, que le dérèglement climatique, ça existe. Et ce qui n'était pas évident il y a quelques années avant. Vous avez eu la planète politique, parce que les Américains et les Chinois et les Indiens et d'autres ont évolué de telle manière que ces pays ont pu converger vers l'accord. Et puis vous avez la planète simplement civile, c'est-à-dire que les entreprises, les collectivités locales, les grandes voix, le pape, etc. On vous voit là quand vous êtes sans voix, au moment où vous êtes en train d'applaudir. Ça c'est Al Gore, Ségolène Royal, et vous, voilà le président de la COP. Et c'est d'ailleurs une image qui m'a marqué, parce que il y avait aussi Ban Ki-moon, François Hollande. Parce que tous ces gens que vous voyez, c'est des gens qui, depuis 20 ans, essayaient de se mettre d'accord et n'y arrivaient pas. Et du coup, à la fin de cette conférence, ce qui est très rare, il y avait une émotion extraordinaire. Parce qu'on s'est dit, on y est arrivé. Mais, parce que c'était il y a seulement un an, même si Paris a été excellent, Marrakech, il y a quelques jours, a été positif, je suis quand même très inquiet. Parce que on n'est pas au niveau où on devrait être. Et le risque de réchauffement climatique reste énorme. Oui, et en plus, c'est de mettre d'accord des pays qui, eux, sont directement touchés, des îles, vous expliquez, oui, avec d'autres pays qui n'ont strictement qu'une conséquence pour l'instant. Et puis, les émissions de gaz à effet de serre continuent, et d'une manière beaucoup trop forte. On s'est fixé comme limite l'augmentation de la température à 1,5 degré ou 2 degrés, mais si on continue sur la lancée actuelle, c'est plutôt 3 ou 4 degrés. Il faudrait être contraignant, il faudrait arriver à passer à l'étape du dessus. Il faut appliquer l'accord de Paris, il faut que tous les pays le fassent, et notamment les États-Unis. Et là, il y a une inquiétude supplémentaire liée aux déclarations du nouveau président qui a dit pendant sa campagne le réchauffement climatique, c'est un canular, une invention des Chinois contre les Américains, ce qui est absurde. Alors, j'espère que maintenant, bientôt en fonction, sa position va évoluer. Nous verrons bien. Autre victoire, celle sur le nucléaire iranien. Alors, une victoire en demi-teinte pour la France, signée le 14 juillet, donc ça c'est le jour de la fête nationale, oui. Mais la position française a quand même été très critiquée comme étant très dure. J'explique exactement ce que nous avons fait avec le président de la République. Nous avons depuis le début été favorables à un accord sur le nucléaire iranien, parce que c'est la seule manière d'empêcher une nucléarisation de la région. Bon. Mais en même temps, je me suis dit que l'accord ne pouvait pas intervenir s'il n'était pas sérieux, robuste. Et là, on a eu un affrontement avec notamment nos amis américains, que je raconte, parce que, le président Obama voulait signer, j'allais dire, c'est peut-être un peu excessif comme expression, mais quasiment à tout prix. Or, ma position, qui a fini par triompher, c'est de dire, écoutez, si on signe un accord, mais qui n'est pas jugé suffisamment sérieux, les pays autour de l'Iran, je pense dans la région, à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite, à la Turquie, à d'autres, vont eux-mêmes se doter de l'arme nucléaire. Mais vous racontez du coup que vous avez un peu tordu le bras à Al Gore. Pas à Al Gore, à John Kerry, pardon. Oui, enfin, ce n'est pas John Kerry en tant que personne, mais finalement, nous sommes mis d'accord, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, et de l'autre côté, l'Iran. Mais ça veut dire quand même que la France a quand même apporté son poids, même vis-à-vis des Américains. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité, et je dis que l'accord, c'est le fruit à la fois
d'une volonté américaine très forte et positive, mais d'une robustesse affirmée par la partie française. Et je pense que c'est un accord qui n'est pas parfait, parce qu'aucun accord n'est parfait, mais qui nous garantit en tout cas pour une dizaine d'années. Les Iraniens étaient quand même déçus de la position française, en la trouvant un peu trop dure. Non. Et est-ce que vous qui avez défendu la politique en disant qu'il fallait de la diplomatie économique, oui, est-ce que finalement on n'a pas perdu des marchés à durcir un peu le ton? Certainement pas. La preuve, c'est que l'accord, vous le disiez, est du 14 juillet 2015, et à la fin du mois de juillet, j'étais moi-même en Iran, invité par le gouvernement iranien. Les Iraniens, c'est une grande civilisation, un grand pays, et sont des gens intelligents. Et ils ont bien compris finalement que leur intérêt, c'était que l'accord soit robuste. S'ils avaient signé un accord qui n'avait pas été réputé sérieux, leurs voisins eux-mêmes se seraient armés. Donc évidemment, dans une discussion qui a duré 3 ans, il y a des épisodes un peu sportifs. Bon, et il ne faut pas être naïf. Quand vous avez en face de vous, à côté de vous, les Russes, les Chinois, les Américains, les Iraniens, etc. Bon, mais je ne suis pas du genre naïf. Mais la France a vraiment tenu son rang. Et aujourd'hui encore, nous avons commencé un nouveau courant d'échange avec l'Iran. Je lisais que la grande compagnie française Total vient de décider d'investir en Iran et réciproquement. Donc ne croyez pas du tout que la solidité, la fermeté soit un handicap. Dans la vie diplomatique, il faut savoir être conciliant, mais il faut savoir être ferme. Bien. Autre question où vous avez été ferme, c'est la question de la Syrie. Alors ça, c'est un drame effrayant. Voilà, que vous avez bien connu, je rappelle, 2012-2016. La position française a toujours été, dès le départ, de dire qu'il fallait soutenir ceux qui s'opposaient à Bachar el-Assad. La position française a été, dès le départ, de dire que nous voulons une Syrie unie. Une Syrie où chacun puisse, quelle que soit sa religion, son ethnie, faire valoir ses droits. Et que ça nécessitait un accord entre, d'un côté, des éléments du régime, de M. Bachar el-Assad, pas Bachar, mais des éléments du régime, et l'opposition modérée. Cette position, elle aurait pu prévaloir à Genève, la première conférence de Genève, en juin 2012. Elle aurait pu prévaloir aussi en 2015, lorsque le président Obama a finalement refusé d'intervenir, alors même que Assad avait utilisé le chimique. La fameuse ligne rouge. Mais c'est pas ça qui a prévalu. Et aujourd'hui, nous avons, au moment même où nous parlons, une espèce de tragédie épouvantable. C'est un abattoir de la honte, ce qui se passe à Alep, puisque au moment même où nous parlons, les Syriens de Bachar, appuyés par les Russes, appuyés par des Iraniens, par d'autres, sont en train de tuer, de massacrer des dizaines et des dizaines de civils, et on ne bouge pas. Oui, la situation aujourd'hui est d'une barbarie sans nom. Effrayant. Est-ce que le fait de vouloir combattre comme cela Bachar el-Assad a à un moment donné fait qu'on n'a pas forcément vu arriver les questions de terrorisme avec autant d'acuité qu'on aurait dû l'avoir ? Je ne crois pas. La question de Daesh, dont on a parlé après les attentats du Bataclan, oui, mais pas vraiment avant. Oui, mais il faut bien comprendre que lorsque nous saisissons de ce dossier en 2012, de ce problème, il n'y a pas de terrorisme. Bon, au départ, il y a une petite révolte dans une ville qui s'appelle Deraa, et elle est réprimée de telle manière par Bachar qu'aujourd'hui, vous avez 300 000 morts et la moitié de la population déplacée. C'est seulement ensuite que les terroristes, si je puis dire, sont arrivés. Et Daesh a été au départ soutenu par Bachar. Puisque Bachar et Daesh, finalement, c'est le revers et l'avers d'une même médaille. Ils ont besoin les uns des autres. En même temps, c'est un lieu où on sait qu'il y a forcément un affrontement sunnite-chiite avec des influences de pays, y compris des pays que l'on a aidés, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie. Mais on a dit parfois, mais la France, elle soutient les sunnites contre les chiites. Pas du tout. Daesh que nous combattons, ce sont des sunnites. Nous n'avons pas à prendre parti pour une branche de la religion musulmane contre une autre, absolument pas. Mais ce qui est vrai... Mais quand on est ferme et qu'on est à ce poste-là, on peut aussi inciter des pays dits alliés à faire attention à ce qu'ils font aussi. Bien sûr, c'est l'un de nos rôles. Mais donc on peut parler à l'Arabie Saoudite, on peut parler au Qatar, on peut parler à tout cela. La France, son rôle, c'est de parler à tout le monde. Et nous avons parlé à tout le monde, nous parlons à tout le monde. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre en politique internationale, et ce qui est difficile parfois à comprendre par l'opinion, c'est que ce n'est pas parce que votre pays
a une position qui est raisonnable, que cette position prévaut. Bon, j'entendais encore tout récemment que la France a demandé aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, de se saisir de la question tragique d'Alep pour arrêter les massacres. Oui, mais voilà que la Russie oppose son veto. Donc, le rôle de la France, c'est à la fois de défendre ses intérêts, bien sûr, mais de défendre une vision pacifique du monde. Alors, puisque vous parlez d'une vision, vous êtes un des hommes d'État qui a eu les postes parmi les postes les plus importants. Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie. Vous êtes aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. On est en ce moment en période électorale en France. Quelle est la vision que vous avez de la France? Quels sont les conseils que vous donnerez à quelqu'un qui devrait prendre les manettes de la France? Je me garderais bien de donner des conseils. Et puis, comme président du Conseil constitutionnel, je n'ai pas à me prononcer sur la politique. Vous avez un droit de réserve, absolument. Mais quelle est votre vision? Puisque je vais en plus proclamer le futur président. Quelle est votre vision pour la France? Écoutez, je vais répondre à côté, mais vous comprendrez pourquoi. Et en répondant à côté, je répondrai quand même dedans. Je pense que la France a énormément d'atouts. C'est pas le plus grand pays du monde, mais finalement, nous avons tous les outils de la palette. Nous sommes un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Nous sommes la 5e économie du monde. Ça veut dire qu'il y en a quand même 190 qui sont après nous. Nous sommes une puissance militaire. Nous avons une grande civilisation, de grands principes. Nous avons une langue, le français, partagé par plusieurs centaines de millions de gens. Simplement, nous avons des réformes à faire. Le mot n'est pas grossier, qui, au fil du temps, n'ont peut-être pas toujours été faites. Et donc, il faut trouver cet équilibre. À la fois maintenir ce qu'est l'identité de la France, dont on a besoin, le monde en a besoin, mais en même temps comprendre que le monde est nouveau et qu'on est en 2016 et que les bouleversements technologiques, la mondialisation, les changements dans l'éthique, dans la bioéthique, ça existe. Donc, c'est cette conciliation entre la tradition de la France et puis ce qu'est le monde nouveau qu'il faut opérer. Merci beaucoup Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel et ancien ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2007. Bonne continuation sur France 24.